Maintenant, pour débuter la deuxième moitié du symposium, nous présenterons les résultats des entrevues de l'étude Diversité de parole en autisme. Plus particulièrement, les questions concernant l'identité et la fierté autiste, pour faire suite avec nos discussions d'hier. Cette conférence sera faite par un duo composé de Gabriela Ovalle et de Isia Clouty. Isia Clouté est coordonnatrice et assistante de recherche pour le GRADA, ainsi qu'étudiante au doctorat en psychologie clinique à l'Université de Sherbrooke. C'est ma directrice. Son mémoire doctoral porte sur le vécu dans la trajectoire de service des familles immigrants au Québec ayant un enfant autiste. C'est une fierté de diriger Isia Clouté. Gabrielle Ovalle est partenaire chercheur pour le projet Diversité de parole, entre autres, et travailleuse sociale de formation et intervenante communautaire. Dans un monde à prédominance neurotypique, les personnes autistes vivent souvent de la stigmatisation et de l'exclusion. Dans un tel contexte, vous aurez la chance de mieux comprendre comment les personnes autistes se construisent une identité positive et intègrent le concept de fierté. Le titre de leur conférence est Identité et fierté autiste, résultats aux entrevues diversité de parole. Comme je le nommais plus tôt, cette présentation sera faite d'une période de questions. Nous vous rappelons que les questions peuvent être posées dans l'onglet Q&R, dans le chat en étant adressé à moi directement si vous voulez la poser de manière anonyme, ou sinon, vous pouvez lever votre main. Donc, la parole est à vous, mesdames. Bonjour tout le monde. Donc, comme Stéphanie le si bien présenté, aujourd'hui, on est ici avec vous pour vous présenter les résultats aux entrevues de diversité de parole, dont je vais vous parler un petit peu plus tard, qui est dans le fond une étude qui a fait le thème de notre deuxième édition du symposium, il y a 2 ans. Je suis accompagnée de Gabriela Ovalle. Bonjour tout le monde, c'est vraiment un plaisir de co-présenter avec Isia aujourd'hui. Euh, donc, les résultats aux entrevues de diversité de parole, là, on s'est vraiment concentré sur les thèmes de l'identité et de la fierté autiste. Donc, un petit plan rapide de la présentation. On va commencer en établissant la pertinence de l'étude. Donc, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on a choisi ce thème-là, qui est fort pertinent. On va ensuite expliquer les objectifs, la méthodologie et les participants qui ont fait part de cette étude. Puis, on va ensuite vous exposer les résultats et notre interprétation qu'on en fait. Puis, on va terminer la présentation avec quelques pistes de recommandations. Donc, pour la pertinence de l'étude, il y a des études récentes sur la terminologie préférée pour désigner les personnes autistes qui ont soulevé la question de l'identité autiste en opposant le langage qui est centré sur la personne du langage qui est centré sur l'identité. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces concepts-là, le langage qui est centré sur la personne, ça fait référence à des termes comme personne ayant un trouble du spectre de l'autisme ou TSA. Donc, il y a certains auteurs qui soutiennent qu'un langage centré sur la personne met la personne au premier plan. Donc, que ce serait une bonne chose d'utiliser ce langage-là, tandis qu'il y a d'autres auteurs, à l'inverse, qui estiment que des expressions comme personne ayant un TSA, c'est plutôt stigmatisant parce que ça va mettre l'accent sur le diagnostic de la personne et sur ses difficultés plutôt que sur ses forces, sur un sentiment identitaire que peut apporter l'autisme. Donc, en opposition avec le langage centré sur la personne est venu le langage centré sur l'identité. Le langage centré sur l'identité, c'est tout ce qui fait référence aux termes comme personne autiste ou autiste. Puis ici, l'autisme est perçu comme étant une partie de l'identité de la personne qui est partagée par une communauté. Donc, ces auteurs-là vont affirmer qu'un langage qui est centré sur l'identité est une approche à privilégier et que ça correspond à un usage plus approprié de ce langage-là. Donc, c'est d'ailleurs les résultats qu'on avait obtenus à notre précédente étude diversité de parole qui a été présentée au dernier symposium. Reste que le mot autiste tout court, là, utilisé comme ça, comme un autiste, une autiste, c'est toujours polarisé.
Donc, il y a des gens qui disent que oui, c'est langage centré sur l'identité, c'est correct de l'utiliser, alors qu'il y en a d'autres qui sont un peu réticents à l'utiliser. Par exemple, dans notre étude, il y a des participants qui disaient, mais j'aime pas trop ce terme-là parce que ben, ça a été utilisé comme une insulte quand j'étais enfant. L'étude a aussi été élaborée en réponse au modèle médical. Donc, on voulait élaborer un modèle plus social là, de l'autisme qui correspondrait mieux au vécu expérientiel des personnes autistes, puis qui serait plus en accord avec leurs sentiments identitaires. Donc, l'étude diversité de parole remet aussi en question les approches d'intervention centrées sur la réduction des traits autistiques. Comme on le sait, là, le choix des mots peut être une source de stigmatisation, de discrimination, d'intimidation et même d'exclusion. Puis, c'est pour cette raison-là qu'autant de personnes autistes vont faire usage de camouflage. Puis, malheureusement, cet usage de camouflage-là a des lourdes conséquences sur la santé mentale des personnes autistes. Puis, par le fait même, là, ça va contribuer à invisibiliser leur réalité. Oui, donc en fait, les objectifs de cette étude-là, c'est vraiment de mettre en lumière les résultats d'entrevues menées dans le cadre de l'étude diversité de parole, de présenter le point de vue des adultes autistes dans la définition des concepts de l'identité et de la fierté autiste, puis de permettre aussi de favoriser l'acceptation sociale de l'autisme et de faire une prise de conscience aussi du stigma perpétué envers la communauté autiste. Donc, pour ce qui est de la méthodologie, là, c'est, comme je disais, bon, c'était dans le cadre de l'étude diversité de parole qu'on a mené cette étude-là qui en découle. Donc, pour diversité de parole, on a lancé un sondage en ligne, puis il y a eu 327 personnes participantes qui y ont répondu. Puis, ce sondage-là concernait la terminologie à privilégier pour désigner les personnes autistes. Donc, à la fin de ce sondage-là, qui était plutôt quantitatif, on a demandé aux participants d'indiquer leurs préférences pour potentiellement participer à une entrevue individuelle pour approfondir certains thèmes qui découlent de la terminologie. Donc, ces entrevues-là se sont tenues par visioconférence, par téléphone ou par texto, selon la préférence de la personne participante. Puis, le guide d'entrevue était semi-dirigé. On avait envoyé les questions d'entrevue au préalable aux personnes participantes afin qu'ils et elles puissent se préparer en conséquence. Puis, les entretiens se sont faits par des membres autistes et non autistes de notre équipe. Donc, encore là, c'était selon la préférence de la personne participante. Donc, les entrevues comprenaient 4 questions sociodémographiques et 19 questions ouvertes sur différents thèmes. On avait les thèmes de la terminologie préférée, le diagnostic reçu, l'identité et la conception de l'autisme, le handicap, la neurodiversité, la fierté autiste et la représentation de l'autisme dans les médias. Donc, pour la présentation d'aujourd'hui, là, on se concentre vraiment sur les réponses quant au concept de fierté autiste, d'identité autiste et de neurodiversité. Donc, ce qui en découlait de ces 3 thèmes-là, c'est 6 questions. Donc, c'est vraiment sur ces 6 questions-là qu'on base nos résultats puis nos interprétations d'aujourd'hui. Donc, les 6 questions vont ainsi. Vous identifiez-vous comme une personne autiste? En quoi cette identité est-elle importante pour vous? Connaissez-vous le concept de neurodiversité? Vous identifiez-vous à la neurodiversité et pourquoi? Connaissez-vous le concept de fierté autiste et vous identifiez-vous à la fierté autiste et pourquoi? Donc, pour ce qui est des participants, la plupart d'entre eux ont été diagnostiqués plus tard à l'âge adulte. Donc, 11 d'entre eux ont eu un diagnostic tardif avec une moyenne d'âge de 33 ans au moment du diagnostic. La plupart des participants ont reçu un diagnostic de TSA, tandis que d'autres ont reçu un diagnostic d'Asperger ou du trouble d'envahissement du développement. Et 2 se sont auto-diagnostiqués.
Donc, pour la présentation des résultats, suite à des analyses thématiques faites par 3 membres de l'équipe, dont une personne empreinte d'un vécu expérientiel, voici les résultats. Donc, on a 3 thèmes et 3 sous-thèmes de l'étude. Puis, on va prendre chacun de ces thèmes afin de les expliquer et d'expliquer leur signification. Donc, le premier thème, identité autiste. Le premier sous-thème de ce thème est la validation de l'expérience. Donc, on voit que le diagnostic semble déclencher un processus identitaire qui permet une validation de l'expérience vécue et qui agit comme une révélation. D'ailleurs, un des participants va nommer que c'était libérateur. Un autre va dire que c'était très validant. Donc, la validation de l'expérience, toujours dans ce thème, on va constater que ça va déclencher aussi une réévaluation de l'événement et de l'identité en validant une différence qui a longtemps été cachée et qui continue d'être cachée. Donc, avec des stratégies d'adaptation comme le camouflage. On voit ici que, par exemple, une des participantes dit, en tant que fille, j'ai fait beaucoup de masquage, je me suis cachée. Moi, j'étais super bonne dans l'imitation. Donc, ça aussi, ça fait partie de la validation de l'expérience parce qu'on comprend le fonctionnement et pourquoi on faisait ça également. Donc, dans la compréhension du fonctionnement, qui est le deuxième sous-thème, la compréhension de son identité autiste permet de se relier au monde, Recording in progress. voire de se réapproprier son humanité, même comme l'indique une citation parlante. Je suis pas une extraterrestre, je suis autiste. Donc, ça devient une clé de compréhension pour sa différence et pour son propre fonctionnement. Dans le troisième sous-thème, qui est appartenir à une communauté, on voit qu'à travers l'identité autiste, on constate l'importance de se relier à une communauté, de s'identifier à une communauté, de se retrouver avec des personnes qui se reconnaissent dans leur vécu. Et de trouver une communauté, ça permet aussi de se sentir moins seul et d'être relié aux autres. Donc, de créer une connexion, alors que ce n'était pas nécessairement le cas avant. Dans le quatrième sous-thème, on voit que c'est une partie de mon identité. Donc, ce que ça dit, c'est que bien que saillant dans la définition de son identité, l'autisme est une identité parmi d'autres identités. Donc, on le voit par la citation je suis une femme, je suis noire, je suis autiste. Donc, c'est important pour cette personne-là qu'elle ne soit pas réduite à seulement l'identité autiste, bien qu'elle soit importante dans la construction de son identité. On voit aussi que dans la citation je suis plus qu'être autiste, elle donne l'importance à cette partie d'elle-même, mais elle comprend aussi qu'elle est une personne plurielle et qu'elle désire être vue comme telle. Donc, c'est un élément à prendre en compte. Je vais poursuivre avec les deux derniers thèmes. Donc, premièrement, le thème de l'identité et de la neurodiversité. Donc, comment les gens situaient l'autisme sur cette neurodiversité-là. D'un côté, quand on a adressé cette question de neurodiversité, il y avait deux visions opposées là, qui sont entrées en ligne de compte. Donc, d'un côté, on a la neurodiversité qui est perçue comme se situant sur un continuum de la normalité. Donc, il y a un participant qui dit c'est l'ensemble des conditions humaines, donc c'est l'humanité au complet qui en fait partie, au même titre de la biodiversité. C'est vraiment tout le monde, c'est la diversité neurologique. Tout le monde est différent, puis tout le monde mérite de l'aide. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on fait tous un peu partie de la neurodiversité-là, c'est un continuum de la normalité. Puis, d'un autre côté, on a une conception de la neurodiversité comme étant une divergence de la norme. Donc, il y a une citation ici qui dit que c'est tout le monde qui fait partie de la neurodiversité à la distinction de la neurodivergence. La neurodivergence, c'est quand tu vas sortir de la norme.
Moi, j'ai un fonctionnement qui ressemble à un certain groupe de personnes, j'estime que j'en fais partie. Donc, cette personne-là va vraiment mettre en opposition, ben, pas en opposition, mais va faire la différence entre la neurodiversité puis la neurodivergence. Euh, donc, la neurodivergence, c'est quand on sort de la normalité, de la norme. Une autre personne participante dit que l'autisme, ben, c'est pas une maladie, c'est la diversité, c'est une différence qui apporte de la clarté. Je suis configurée différemment de la convergence habituelle qui est la normalité. Ensuite de ça, pour le thème de la fierté autiste, plusieurs personnes interrogées sur la fierté autiste en entrevue ont été exposées à cette expression-là pour une première fois. Donc, c'était pas un thème qu'ils connaissaient auparavant. Donc, c'était un peu difficile pour eux là, de comprendre ce concept qui était nouveau. Puis, le concept de fierté a suscité une certaine ambivalence chez plusieurs d'entre eux. Donc, il y a un participant ici qui dit, ben, ça me dérange un peu. Je suis pas fière d'être autiste, mais j'ai pas honte non plus. En effet, j'ai de la misère avec ça, moi, être fière d'être autiste. Donc, les personnes autistes qui ont fait l'expérience de plusieurs obstacles à leur inclusion sociale ne rapportent pas vraiment être fiers d'être autistes, mais plutôt être fiers de l'assumer ou d'avoir été résilient face à l'adversité. Donc, c'est là que entre en compte un besoin de se justifier de justifier la fierté basée sur, un, la résilience face à l'adversité, deux, selon la capacité à défendre ses droits en tant que personne autiste, puis trois, la fierté autiste, donc que ce serait un apport unique d'avoir cette différence-là, d'avoir des forces particulières. Donc, il y a des participants qui disaient, ben, je suis fière, dans le fond, d'avoir surmonté ça toute leur vie, toute ma vie, malgré les obstacles qu'on a mis sur la route. Je suis fière d'avoir fait de mon mieux tout en ignorant mes difficultés, fière de mes réalisations, de mes capacités, de mon histoire, plutôt que de mon diagnostic. Un participant qui dit, ben, il me semble qu'il faut que tu travailles pour quelque chose, il faut que tu travailles pour être fier de quelque chose. Ben, moi, j'ai pas travaillé pour devenir autiste, je suis née autiste. Donc, c'est pas le résultat d'un travail que j'ai fait. Donc, c'est de là qu'elle vient cette ambivalence-là à dire qu'on est fier d'être autiste. D'un autre côté, il y a des gens qui rattachaient, qui avaient plus de facilité à relier la fierté autiste à l'estime qu'ils avaient pour eux. Une personne participante dit moi, j'ai pas de fierté particulière à avoir de la difficulté dans ma vie. J'ai de l'estime pour moi-même, mais ça serait bien plus simple si j'étais comme tout le monde. Et une autre personne dit je suis fière de moi, je suis pas fière de mon trouble. Donc, vraiment de rattacher ça à ses forces personnelles, à ses propres capacités. Puis, j'ai ajouté cette citation-là que je trouvais particulièrement parlante. Le jour où tu te rends compte que l'autisme ne définit pas tes lacunes, mais définit bien tes forces, puis que tu te rends compte que tes forces sont relativement rares, moi, c'est là que la fierté autiste, elle rentre. Parce que c'est de démontrer que c'est grâce à mes capacités que je suis capable de faire quelque chose que les autres ne sont pas capables. Pour moi, c'est ça l'expression de la fierté autiste. Et un troisième sous-thème de la fierté autiste, c'était que l'arrivée du diagnostic permettait à la personne de se trouver un sentiment d'appartenance à une communauté. Donc, un participant qui dit, ben, je suis fier de la communauté qu'on a entre nous, j'aime les réalisations qu'on apporte, j'aime le fait qu'on va apporter un point de vue qui est différent. Il y a un grand sentiment d'appartenance, un sentiment de représentation, puis de fierté. Donc, à travers ce nouveau diagnostic-là qu'ils ont reçu, mais ça leur a permis de se reconnaître à travers une communauté. Donc, avec tous ces résultats-là, l'interprétation qui a été faite, mais on ne peut pas passer à côté de l'élément du diagnostic reçu à l'âge adulte dans l'interprétation de nos résultats sur l'adhésion à une identité autiste. Donc, l'expérience du diagnostic tardif peut être bouleversante pour l'identité. L'âge moyen de l'obtention du diagnostic dans notre échantillon est de 33 ans.
Donc, il y a tout un pan de vie avec cette partie de compréhension manquante et on peut donc comprendre le bouleversement que ça crée. Des études suggèrent que plus le temps s'est écoulé depuis le diagnostic, plus l'identité est positive, alors que si moins de temps s'est écoulé, les personnes diagnostiquées ressentent un sentiment d'exclusion et sont plus insatisfaites avec leur identité autiste. Toutefois, malgré le mélange d'émotions entre soulagement et bouleversement à l'annonce du diagnostic, nos résultats indiquent que l'expérience à l'annonce s'est avérée constructive, somme toute, pour nos participants. L'annonce ou l'autodiagnostic à l'âge adulte amène à réexaminer le passé, réduit les sentiments de honte et peut mener à une meilleure compréhension et acceptation de soi. Le diagnostic tardif est associé bien sûr aussi à l'emploi du camouflage pendant de nombreuses années, ce qui peut avoir justement retardé l'obtention du diagnostic formel en autisme, et particulièrement chez les femmes, pour plusieurs raisons qu'on n'aura pas le temps d'aborder en ce moment. Mais avec le stigma relié à l'autisme qui va amener au camouflage, ça va amener la personne aussi à choisir de se dévoiler ou pas. Idem pour le choix de se camoufler ou pas selon les situations et les gains générés, par exemple, l'obtention d'un emploi. Il faut savoir que les gains générés sont à court terme parce qu'il existe plusieurs conséquences, en fait, à long terme pour, entre autres, la santé mentale, de se camoufler, de suradapter constamment. La majorité de notre échantillon étaient des femmes et rapportent avoir fait usage de camouflage. Une renégociation pour le maintien du camouflage va s'effectuer selon les contextes et les demandes de l'environnement. Donc, les stratégies d'adaptation sont donc un couteau à double tranchant. Elles servent, mais jusqu'à un certain niveau, et l'énergie qu'elles demandent ne peut être utilisée tout le temps. Donc, le concept de neurodiversité pourrait faciliter une certaine fierté à se déclarer autiste. Contrairement à la conception de la neurodivergence qui situe les personnes autistes comme étant hors normes, atypiques ou victimes de discrimination, ce concept-là se veut inclusif et il donne au combat de chaque personne individuelle un combat finalement collectif. De là aussi l'importance de la communauté et de trouver des pairs qui leur ressemblent. Néanmoins, on constate que, comme disait Isia, le concept de fierté autiste était méconnu de nos participants et qu'avec la justification sur les 3 différentes bases nommées précédemment, donc la résilience, la militance et l'apport unique, le concept de fierté peut émerger. Donc, on va clore la présentation avec quelques pistes de solutions là, pour réduire l'expérience d'exclusion sociale, augmenter l'inclusion des personnes autistes, puis contribuer au développement d'une identité qui est positive ou d'une certaine fierté autiste. Donc, on recommande d'équiper les personnes autistes elles-mêmes en renforçant leur agentivité, en les autodéterminant. Donc, c'est vraiment la piste à privilégier là, pour renforcer leur pouvoir, là, de leur donner une voix. C'est un peu ça le mandat là, du GRADA, c'est de plutôt que de faire la recherche sur des personnes autistes, on la fait avec eux pour s'assurer de vraiment leur donner une voix, de vraiment répondre à leurs besoins réels, pas ceux qu'on perçoit en tant que personne non autiste, par exemple. Il y a également un auteur qui propose d'accorder, donc c'est ça, le pouvoir au changement aux personnes autistes elles-mêmes. Puis comment se faire? Bien, on suggère de les équiper pour combattre les stéréotypes défavorables qui sont associés à l'autisme, les équiper à défendre leurs droits par eux-mêmes, les équiper pour développer une identité autiste qui est positive, puis les accompagner aussi à évaluer le pour et le contre du dévoilement s'ils en ont le besoin. Puis les équiper aussi à travers le mentorat, puis la paire aidance. Il y a des regroupements aussi de personnes autistes sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont des outils
qui favorise un sentiment de communauté chez ces personnes-là. Il y a quand même du travail qui est à faire auprès de la population générale, en parallèle à redonner le pouvoir aux personnes autistes. Donc, on parle ici d'interventions qui visent le changement d'une société qui est majoritairement non autiste. Par exemple, des programmes de formation et de sensibilisation pour les professionnels, les intervenants, intervenantes, puis une meilleure représentation de l'autisme dans les médias. Donc ça, c'était un des thèmes qui était abordé durant les entrevues diversité de parole, là, puis les résultats qui émanaient de ça rapidement, là, c'était qu'il y a une pauvre représentation des personnes autistes dans les médias. C'est souvent très clivé là, dans les deux extrêmes. Donc, ça fait en sorte que les gens ont une mauvaise compréhension de ce que c'est l'autisme. Et pour conclure la présentation, les propos qui sont recueillis dans notre étude indiquent que malgré la divergence qui est souvent invisible de la norme des personnes autistes, elles réussissent à se forger une identité qui est positive, puis à gagner une certaine fierté, une fierté à avoir surmonté des défis associés à leurs différences. Mais avec tout ça, là, elles souhaitent quand même une plus grande sensibilisation sociale de leur réalité plurielle. Tout ça dans le but de diminuer la stigmatisation qui les pousse à faire du camouflage, puis ce qui nuit par la bande là, au dévoilement de leur réalité, puis à la défense de leurs droits.